Bonjour à tous, bienvenue à WeLove, the 3D Experience Platform webinaire. Aujourd'hui, Romain et Maxime vont vous présenter la société Bluefield. Ça sera un cas de démonstration d'une société qui fabrique des embouteillages en France avec une présence à l'international. L'objectif de ce webinaire, c'est à travers d'un cas concret, démystifier le concept de la continuité numérique et de voir sa mise en œuvre à travers de la plateforme 3D Experience, dès l'idéation jusqu'au manufacturing. À la fin du webinaire, nous allons vous proposer 15 minutes de questions et réponses. Merci bien d'utiliser l'option Q&A qui est placée dans la barre d'outils de Zoom et pas les chats, s'il vous plaît. À la fin du webinaire également, nous allons vous proposer un questionnaire de satisfaction très court. Merci beaucoup de le compléter. Bon webinaire. Bonjour à tous, je suis Romain Brassou, je suis accompagné aujourd'hui de Maxime Cassé. Nous sommes tous les deux consultants pour Dassault Systèmes et nous allons vous présenter ce que nous aimons sur la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes dans le cadre de la transformation numérique de nos clients industriels. Alors, comme Viviana vous l'a expliqué juste avant, nous avons choisi de vous illustrer cette transformation numérique à travers un cas d'usage de notre client Bluefield, qui est donc fabricant de machines spéciales. Et ici, ce qui est intéressant dans ce cas d'usage, c'est que nous avions 4 grands enjeux à relever à travers cette transformation numérique. Le premier enjeu, bien évidemment, était de pouvoir décloisonner tous les services afin d'uniformiser tous les processus et faire en sorte que tout le monde travaille sur la même donnée et la même information. Et surtout, information ou données en dernière version. Euh, le deuxième enjeu que nous retrouvons aussi très fréquemment chez nos clients industriels est celui d'améliorer la traçabilité en cas d'évolution de tout produit tout au long de son cycle de vie, que ce soit pendant la phase de développement, bien évidemment, d'ingénierie, mais aussi pendant la phase d'industrialisation, fabrication, puisqu'on peut avoir un ensemble de retours terrain qui font qu'on a besoin de rester agile dans le développement de ce produit et de garder une trace des évolutions et de connaître les raisons qui nous ont permis de passer d'une version à une autre. L'objectif de cette traçabilité, de cette continuité numérique, va permettre aussi d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus productif au quotidien, puisqu'on va éviter toutes les phases de ressaisie d'informations d'un système à un autre, mais aussi de la plateforme à l'ERP. Et donc, ce gain de productivité, qui sera au support de la chaîne de valeur, fait aussi partie des enjeux clés que nous retrouvons chez nos clients industriels, peu importe le secteur d'activité. L'avantage d'avoir choisi ici un fabricant de machines spéciales, pour l'embouteillage en l'occurrence, c'est que cela va nous permettre de vous illustrer un quatrième enjeu, qui est celui de la standardisation des produits que l'on va retrouver assez souvent chez nos clients de ce secteur d'activité. Et vous allez voir comment la plateforme 3D Experience va vous permettre de faciliter le suivi de la standardisation de vos équipements, donc être capable d'avoir une évolution des variantes et options, mais surtout de garder une traçabilité de toutes les versions, de toutes les configurations qui ont été livrés à vos différents clients, puisqu'à tout moment, de la même manière, il va falloir continuer le développement de ces machines lorsqu'elles vivront leur vie chez vos clients. Donc voilà les 4 enjeux que l'on va illustrer ce matin avec Maxime. Et donc, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se rendre sur la plateforme 3D Experience afin d'illustrer cette continuité numérique de la phase d'idéation, donc plutôt de la R&D, jusqu'au manufacturing, comme l'a dit Viviana, en passant bien évidemment par les différents bureaux d'études, méthodes et ateliers de production. Eh bien, en fait, nous sommes déjà sur la plateforme 3D Experience depuis tout à l'heure. J'y ai accédé depuis mon navigateur web préféré. Ici, c'est Chrome en l'occurrence, et je vais simplement l'afficher en plein écran afin de pouvoir rester concentré sur mes applications au quotidien. Donc, j'y accède depuis un navigateur web. Ça veut dire que la plateforme 3D Experience est une plateforme cloud. Bien évidemment, aujourd'hui, ça fait partie des attentes de nos clients industriels. Cette plateforme 3D Experience sera intégralement construite par vous, utilisateurs finaux, en fonction de vos besoins pour être le plus productif au quotidien. Et pour ça, vous allez bénéficier d'un ensemble d'applications métiers qui vous seront distribuées en fonction de votre rôle dans le processus industriel. Si ici, et vous allez voir que je vais endosser ce rôle à un moment donné dans le scénario, je suis chef de projet dans mon entreprise, eh bien, je vais avoir à ma disposition des applications métiers qui m'auront été délivrés parce que quand je me suis connecté avec mes identifiants, j'ai été reconnu, moi, Romain Brassou, comme chef de projet dans le processus industriel et libre à moi de venir, par exemple, organiser mon tableau de bord en venant simplement glisser-déposer les applications
sur mon cockpit. Alors, vous allez voir qu'on va utiliser le terme dashboard pour être le plus efficace au quotidien, comme je vous le disais. Allez, commençons par illustrer cette continuité numérique par le premier maillon on va dire, le plus important, c'est celui de l'idéation. Parce que très souvent, chez nos clients, il y a peu de digitalisation autour de l'idéation. Et pour autant, il est important de venir garder une trace de toutes les idées qui peuvent survenir, pas que au bureau d'études, parce que finalement, n'importe quel acteur de la société, peu importe son service, qu'il soit service commercial, SAV, bureau d'études, méthode, peu importe, peut avoir une bonne idée. Et l'idée, c'est justement de la garder à vie dans le système pour pouvoir à tout moment le transformer comme point de départ du développement continu de notre machine. Et donc, pour structurer cette idéation, ce que je vous propose, c'est qu'on aille ici sur le tableau de bord dans le premier onglet Veille. Donc, comme vous le voyez, avec Maxime, nous avons choisi de construire un tableau de bord pour illustrer cette continuité numérique entre tous les services, donc de la phase de réflexion jusqu'à la construction du cahier des charges, en allant jusqu'au chef de projet, bureau d'études, donc mécanique, électrique, électronique, calcul, revue de BE qui sera la passation avec le service méthode Indus, donc et nous finirons par justement la capitalisation du retour d'expérience. C'est nous, comme je vous le disais, qui avons choisi de construire ce tableau ainsi pour vous illustrer cette continuité numérique. De votre côté, vous aurez probablement moins d'onglets pour être encore plus efficace. Donc, basculons ici sur le premier onglet que j'ai construit pour structurer ma veille au quotidien. Moi, fabricant de machines spéciales dans l'embouteillage, j'ai besoin en permanence de construire, de bâtir ma veille technologique pour surveiller les nouvelles technologies que mes concurrents peuvent proposer, mais surtout aussi les besoins de nos plus grands clients, Coca-Cola, Perrier ou autres. Et pour ça, rien de plus efficace que de scruter la toile, là où on va retrouver un certain nombre d'informations clés. C'est compliqué le matin d'arriver et de basculer d'un site internet si on en a des centaines à surveiller. Rien de plus simple avec la plateforme, de venir spécifier les mots-clés importants et de venir spécifier un nombre de sites ou tout simplement une recherche libre telle qu'on le ferait dans Google pour pouvoir rapidement accéder à un article qui serait ici publié sur un site quelconque et tout de suite aller lire le détail de cet article sur Internet. L'avantage de ces applications de veille, donc plutôt d'analyse de données, c'est qu'on va pouvoir aussi structurer l'information la plus pertinente possible. Par exemple, et Viviane l'a dit, si on s'adresse au marché international et que j'ai besoin de surveiller les tendances ici typiquement de l'Amérique latine, eh bien, je vais pouvoir choisir tous ces articles web de les afficher suivant leur répartition géographique. Donc ici, allons voir du côté de l'Amérique latine. Nous avons 10 articles disponibles, mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la fréquence de publication. Si ces articles datent d'il y a un an, ils ne m'intéresseront pas. Par contre, si j'ai 10 articles qui ont été postés en quelques jours, ça veut peut-être dire que j'ai une nouvelle tendance, une nouvelle technologie, un nouveau besoin qui émerge et je ne dois pas passer à côté. Et bien justement, là, l'intérêt de ces outils d'analyse de données de la plateforme est de pouvoir directement accéder à ces articles que j'ai isolés à travers ces indicateurs pertinents et ce sera le point de départ de mon idéation. Voilà comment je vais construire ma continuité numérique en venant simplement prendre un article qui se trouve sur un site internet et que je vais pouvoir directement publier sur une communauté. Qu'est-ce qu'une communauté? Je suis persuadé qu'au quotidien, vous utilisez soit Teams, soit Skype, soit WhatsApp. Si oui, vous savez, vous connaissez tous les avantages d'une communauté. L'avantage de la plateforme est justement de pouvoir mettre à disposition une communauté directement au cœur de la plateforme pour faciliter la communication entre tous services, mais surtout pour bâtir cette continuité numérique entre l'information et la donnée. Aujourd'hui, c'est très simple de venir donc réaliser un post, et ça, je suis persuadé que vous savez tous le faire, et venir liker une information clé ici. Par contre, l'avantage ici de pousser l'information que je retrouve sur Internet sur une communauté, c'est donc de récupérer toutes les traçabilités, l'échange d'informations qu'il peut y avoir autour de ce dernier. Et puisque ces informations sont ici déstructurées et sont mises dans un fil de conversation, à un moment donné, il peut être intéressant d'isoler des postes clés, des informations clés, des idées clés, afin de, comme je vous le disais, que ce soit le point de départ de mon développement ou de mon amélioration de mon produit. On a vu tout à l'heure comment on transformait un post Internet en un post, enfin un article Internet en un post d'une discussion instantanée. Et ici, de la même manière, on va pouvoir directement venir transformer, pardon, je me reconnecte, de venir transformer un post en une idée.
Une fois que cette idée a été identifiée comme pertinente, comme je vous le disais, on va pouvoir donc la transformer ici en une idée. Et le principe de l'idée est de pouvoir isoler ces postes clés dans un pipe d'idéation. Allons effectivement voir la valeur ajoutée de la gestion de la communauté sur la plateforme. Et bien, comme je vous le disais, à tout moment, de pouvoir ici isoler les informations clés, les idées clés, et de les faire rentrer dans alors ce qu'on appelle un pipe, c'est tout simplement différentes étapes qu'on aura définies clés dans le traitement d'une information. C'est-à-dire être capable, par exemple, d'identifier les idées les plus farfelus, qui auront été rejetés à un instant T, mais pour autant garder une trace à vie de cette idée. Parce que peut-être que dans 5 ans, Santiago avait raison et qu'il faudrait travailler avec un partenaire, et donc je garde ici une trace de cette idée. Par contre, si ici j'avais une idée intéressante de Tom et que je souhaite l'implémenter, eh bien, de la même manière, on l'aura caractérisé par ce statut et tous les échanges qu'il peut y avoir autour de cette dernière. Avançons dans la continuité numérique, puisque ce qui va être intéressant, c'est que ensuite, ces idées, donc ces posts issus d'un site web, a été transformé donc un article en un post sur une conversation, puis ensuite en une idée. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette idée pourra devenir une exigence et qui sera le point de départ, justement, du développement continu de mon produit. Eh bien, je vous propose de découvrir la gestion des exigences avec Maxime. Bonjour à tous, merci Romain. Donc effectivement, ce que tu nous as montré, c'est une belle manière de pouvoir collaborer, de pouvoir capitaliser des informations de manière très informelle et de pouvoir les faire progresser avant de les prendre en compte. Moi, je vais vous présenter euh, quelque chose de beaucoup plus formel. On parle de gestion des exigences. Donc l'idée, c'est de capitaliser dans un ensemble de documents qu'on appelle aussi spécifications. Vous les voyez ici regroupés dans un dossier, des besoins formels, des exigences. Vous voyez ici, on va les retrouver organisés de manière formelle, approche documentaire, dans des chapitres avec des images, des diagrammes, en tout cas une manière de pouvoir enrichir, de pouvoir détailler de manière très précise tous les besoins qui auront pu être capitalisés à différents moments. Donc ici, j'ai une spécification du système. Je peux avoir des besoins marketing également que je vais avoir capitalisés. Typiquement, ce sont la manière dont on aura pu récupérer les idées dont tu parlais, Romain. Et je vais avoir également une vue beaucoup plus arborescente avec des données supplémentaires de manière à caractériser les types de besoins, savoir si ce sont des besoins fonctionnels, connaître le cycle de vie de ces idées, savoir également la traçabilité qu'il peut y avoir, des priorités, enfin bref, un paquet d'informations qui me permet d'organiser, de maîtriser l'ensemble des besoins relatifs à mon produit. Bon, ces besoins, ils sont organisés par documents, on l'a vu. L'idée, ça va être de gérer la traçabilité et de s'assurer finalement de la complétude de notre traçabilité. Vous voyez que ici, de manière graphique, on va retrouver l'ensemble des documents, les 4 documents qui étaient présents dans mon dossier, avec des chemins de traçabilité qui ont été définis et qui permettent de s'assurer finalement de la couverture des besoins marketing, typiquement par les exigences, la spécification système de mon produit, idem avec la régulation. Et vous voyez que j'ai une spécification sur un système de remplissage qui, lui, est finalement un élément constituant de mon système. Je vais également pouvoir mettre en place une traçabilité avec des données d'ingénierie. Alors ici, j'ai de la modélisation que je ne vais pas vous détailler, mais il s'agit de la modélisation système. Et tout ça va me permettre de gérer une continuité de traçabilité jusqu'au design, jusqu'à mon produit qui aura été, lui, conçu par le bureau d'études. Alors cette vue, elle est très intéressante. On va aller un tout petit peu plus loin encore dans l'intérêt. C'est que je vais afficher la traçabilité. En gros, je vais afficher le calcul de couverture en détail. Ici, j'ai des chemins de traçabilité entre l'ensemble de mes documents, mais comme à l'intérieur, j'ai des exigences, eh ben, j'ai des liens qui existent entre chaque élément. On voit par exemple que la spécification système, elle n'est couverte qu'à 23% par la spécification du système de remplissage. Par contre, les exigences de standard
et réglementaires, elles, sont couvertes à 100% par ma spécification système. Alors, comment je fais pour aller voir en détail? Ben, c'est très simple, je clique. Et là, je vois une autre vue qui s'affiche avec beaucoup plus d'éléments de détail. Je peux ouvrir, voir l'ensemble de la traçabilité. Alors, a priori, à première vue, ça peut paraître assez lisible, mais finalement, c'est toute l'exhaustivité de mes traçabilités qui est affichée ici, tant vers l'amont que vers l'aval. Au centre, j'ai ma spécification système, à gauche, ma spécification de besoin marketing, mes spécifications de réglementation avec un ensemble de normes ici. Et puis en aval, je vais retrouver ou la spécification du système de remplissage ou même un premier élément de modèle de niveau fonctionnel. On voit qu'en bleu, finalement, on va retrouver les éléments impactés de proche en proche. Alors, typiquement, mon exigence ici de filling, eh ben, elle vient répondre à un besoin marketing de remplir ma bouteille avec du liquide. Et puis, elle va être implémentée, être prise en compte de manière différente et distinguée dans mon système de remplissage. Je vais changer de vue et là, je vais regarder une vue analyse d'impact qui va me permettre finalement d'aller analyser un peu plus loin encore ma traçabilité et vous voyez de pouvoir atteindre jusque mon design et de pouvoir identifier quelles sont les pièces qui ont été conçues et qui servent à satisfaire l'exigence de remplissage de ma spécification système. Cette vue-là, vous allez pouvoir très vite vous en rendre compte, elle nous permet, lorsqu'on a des évolutions, de pouvoir très rapidement identifier les impacts et donc du coup de pouvoir correctement prendre en compte les modifications suite à une modification, une révision d'exigence. Alors cette approche-là, nous, dans notre entreprise Bluefield, on va la gérer également en ligne de produits parce que nos systèmes, on les fabrique sur étagère. En tout cas, on a une approche modulaire dans la conception et ça, c'est ce qui est représenté ici dans mon onglet catalogue où vous allez retrouver dans la vue à gauche 4 implémentations différentes de lignes de remplissage. Et ça, c'est le fruit finalement de l'exploitation de notre approche modulaire où on a un certain nombre de systèmes, de sous-ensembles qui sont disponibles et puis qui nous permettent de composer des lignes pour nos clients. Vous voyez que par exemple ici, alors dans une de nos diversités, on est capable de packager finalement un système de rinçage, un système de remplissage, un système de fermeture de la bouteille avec une capsule ou un bouchon, et puis un système d'étiquetage. Suivant les cas de figure et les clients que l'on va adresser, où on va packager l'ensemble de ces fonctionnalités, ou on en fera moins. Mais on va gérer également d'autres critères de diversité, la région à laquelle on va proposer nos produits, à laquelle va hériter un certain nombre de contraintes typiquement réglementaires, le type de bouteille, le type de capsule, le type de volume, enfin un certain nombre de paramètres business qui vont venir contraindre et orienter nos choix de solutions. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de prendre des modules qui ont déjà été développés sur étagère et de pouvoir les intégrer pour répondre très rapidement à un appel d'offres en ayant amorti au mieux nos investissements dans la conception de nos différents modules et d'être très réactif pour pouvoir proposer des solutions aux différents industriels. Ces solutions, on doit systématiquement assurer l'intégration. Il y a toujours une part de spécifique. Et cette part de spécifique, eh ben, on va la traiter au travers d'un projet dédié. Et là, Romain, c'est toi qui connais mieux le sujet et qui va pouvoir nous en parler. Ouais, merci Maxime pour le relais. Donc effectivement, je vais parler de la gestion de projet, mais juste avant, ce que j'aime là dans ce qu'on vient de montrer avec la plateforme, c'est qu'en fait, bah, on le voit, la plateforme 3D Experience prend le relais naturellement de Excel finalement, qui est aujourd'hui très répandu chez nos clients industriels. Tu l'as montré juste avant pour gérer les diversités des machines, mais savent que ce n'est pas très collaboratif et surtout la traçabilité reste compliquée en cas d'évolution, eh bien ça va être exactement la même chose sur la plateforme 3D Experience, puisque l'intérêt d'avoir
toutes les parties prenantes, tous les acteurs de la société collaborer autour d'une plateforme unique, eh bien, c'est qu'on va pouvoir prendre le relais d'Excel pour aller plus loin et être encore plus efficace sur chaque pilier clé que l'on voit ici dans la continuité numérique. Donc, comme l'a dit Maxime, la gestion de projet est également importante. Alors, j'ai choisi ici de vous parler de la gestion de projet du côté du chef de projet. Donc, vous voyez à gauche l'application métier qu'un chef de projet quelconque du bureau d'études ou du service chefferie de projet, puisqu'on le voit aussi, on peut aussi avoir un service à part entière. Donc, on a à gauche l'outil du chef de projet et à droite l'outil du collaborateur au quotidien, peu importe le service dans lequel il se trouve, mais à partir du moment où il sera embarqué dans un projet, eh bien, on va lui affecter une tâche et donc il est important qu'il puisse voir les tâches qui lui sont affectées et qu'il puisse collaborer autour de sa gestion de projet. Donc, je vais vous proposer de basculer à chaque fois d'un rôle à un autre pour comprendre, pour illustrer cette collaboration. Donc, commençons par le chef de projet. Donc, comme je vous l'avais dit au tout début, lui aussi sera connecté à la plateforme, aura son outil au quotidien pour construire son Gantt. On le voit très souvent chez nos clients industriels. Je pense que vous connaissez tous l'avantage du Gantt, la possibilité de pouvoir répartir les tâches dans le temps afin de surveiller les jalons, les différentes phases clés d'un projet et de suivre justement tout éventuel retard. Donc, aujourd'hui, tout ce que l'on sait faire sur Microsoft Gantt, sur Trello, enfin tous ces outils que l'on a sur Internet, on retrouvera là exactement la même philosophie du côté de la plateforme. Donc moi, je vais plutôt m'arrêter sur la valeur ajoutée de la plateforme. La première valeur ajoutée, et vous le voyez, c'est qu'ici, lorsque l'on va venir créer une tâche auquel on aura affecté un délai, un jalon, on pourra tout de suite, alors si je vais prendre un autre exemple, assigner un collègue à cette tâche. L'avantage de venir ici directement à assigner une personne, ça va être bien évidemment si je suis chef de projet pour surveiller les charges de mon équipe, mais surtout aussi parce que je commence et je continue plutôt la continuité numérique, la collaboration autour de cette tâche. Effectivement, une fois que j'ai affecté une tâche à un collègue, eh bien ce dernier sera automatiquement notifié à travers la plateforme. On a exactement comme sur votre smartphone un flux de notifications qui apparaît uniquement sur la plateforme. Si vous le souhaitez, vous pouvez même le synchroniser avec votre boîte mail. Mais ici, le mieux étant de déconnecter afin de ne pas surcharger et justement de complètement prendre l'habitude de travailler sur votre plateforme. Moi, en tant que collaborateur qui ici, par exemple, fait partie du bureau d'études mécaniques, j'ai mon outil au quotidien ici, qui est plutôt un affichage type Kanban, qui permet très classiquement, vous le connaissez, de venir prendre une tâche et de changer son statut. Donc, simplement, une tâche qui était à faire, je la passe en traitement ici. Et allons voir dans cette tâche la deuxième valeur ajoutée de la plateforme. Donc, on l'a vu, c'est collaboratif. Mais surtout, l'avantage, et c'est aussi de lier cette gestion de projet aux données qui sont sur la plateforme. Maxime, juste avant, vient de vous parler de la gestion des spécifications. On avait dit, c'est le point de départ du développement. Donc, forcément, si moi, je continue dans cette continuité numérique, eh bien, je dois pouvoir accéder à la spécification qui va m'aider à comprendre ce que je vais devoir faire. Eh bien, ici, lorsque Maxime est venu créer cette spécification, elle est stockée en tant qu'objet sur la plateforme et je vais directement la consulter. Il ne va pas la recopier dans un mail et on va donc du coup dédoublonner l'information au risque d'avoir une information obsolète qui traîne dans sa boîte mail. Ici, il n'y a qu'une seule source de vérité, un seul objet, et à chaque fois, on va le référencer, l'associer à une étape clé et on va tous y accéder. De la même manière, si pour travailler, je dois ici venir consulter une documentation technique, un cahier des charges au format PDF, peu importe, ce PDF sera stocké sur la plateforme et ne sera jamais dupliqué dans une boîte mail, un WhatsApp, un Teams ou autre. Il restera unique. Comme ça, si le client m'envoie un cahier des charges de révision B, j'aurai juste à l'écraser. Et peu importe que je le consulte depuis l'outil de recherche libre ou depuis une tâche ici de ma gestion de projet, je suis sûr de consulter le dernier document. Je ne le télécharge jamais. Je consulte un document directement hébergé sur la plateforme. Donc, l'avantage est que le chef de projet m'a spécifié ici tous les documents de référence utiles à ma tâche. Et pour continuer pour rajouter de la valeur à cette continuité numérique, moi, quand j'aurai terminé, qu'est-ce que je dois faire? Ici, créer un livrable, qui peut être un document bureautique, qui peut être un document de conception 3D. Et bien ici, là, comme pour l'histoire du PDF, de l'exigence ou autre, tous les documents, qui soient bureautiques, techniques, conception 3D, notes de calcul, tout sera stocké au même endroit. Ce qui fait qu'on va pouvoir venir également faire référence aux livrables. Et là, vous avez la vraie valeur ajoutée par rapport à du Excel ou par rapport à du Microsoft Project,
que je vais pouvoir directement indiquer dans ma tâche avant de la déclarer comme terminée. Ce qui fait qu'à tout moment, le chef de projet, inutile pour lui de venir envoyer un mail à une personne pour savoir où en est l'avancement du livrable, puisque ce dernier pourra directement aller dans son onglet ici de livrable pour accéder aux documents qui auront été indiqués comme terminés dans la tâche que l'on a vue juste avant. Et le chef de projet, lui, ne possède ni outil de conception 3D, ni outil de mise en page quelconque lorsqu'on fera par exemple la notice technique, peu importe. Mais en tout cas, il a à sa disposition une plateforme 3D expérience dotée d'un player unique qui va permettre de consulter tout format de données, tout format de livrable. Donc à tout moment, ce chef de projet pourra consulter ici directement le 3D, qu'il soit fait sur SolidWorks, CATIA, Creo, Inventor, AutoCAD, peu importe. On a directement une vue, un accès à ce livrable avant, par exemple, de changer son état. Ça fait partie des indicateurs clés dans le suivi des projets, mais ce n'est pas tout. Bien évidemment, de manière standard, l'outil de gestion de projet de la plateforme, et ce que j'aime avec ça, c'est qu'il va mettre en évidence des indicateurs clés, comme par exemple le taux de charge de mes différentes ressources, puisqu'on a vu qu'on l'a affecté. Alors là, on est sur un premier niveau. Il existe des applications beaucoup plus avancées de gestion de projet. En tout cas, on est ici sur un besoin assez standard chez nos clients, et on y répond assez simplement avec des applications justement qui sont ici juste paramétrés et on ne va pas les créer à la carte, ils sont déjà paramétrés sur des besoins standards et on va simplement les activer. Donc, piloter le statut des livrables, le taux de charge, et vous le voyez aussi, être capable de construire une matrice de risque. Effectivement, ce qui est intéressant avec la plateforme et ce que j'aime avec ça, c'est qu'à tout moment, on va pouvoir construire une matrice de risque. Ici, dans le cadre d'une gestion de projet, par exemple, pour bâtir un plan d'action en cas de retard de livraison justement d'un livrable, mais ça peut être aussi une matrice de risque que l'on va construire dans le cadre d'une analyse une demande de modification. On va en parler juste à la fin. Avant de décider si une demande de modification sera appliquée ou non, eh bien, on peut construire sa matrice de risque et donc de la même manière, on garde une traçabilité sur toutes ces matrices de risque que l'on va construire et de la même manière suivre tous les plans d'action si cet aléa vient se présenter à moi. Donc, voilà, une fois de plus, comment on va pouvoir bénéficier de cette continuité numérique en passant par la chefferie de projet. Inventor, AutoCAD, Cadence, Altium, pour venir tout simplement récupérer les livrables de chacun de ces services, donc bureau d'études mécaniques, électriques, électroniques, software, je ne l'ai pas dit. Alors, je crois comprendre qu'il y a un problème avec ma ligne Internet, je suis désolé. Je vais avancer et éventuellement, vous me poserez la question si vous avez perdu une information. Désolé pour ça. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Donc, comme je vous le disais, tous les acteurs du bureau d'études mécanique, électrique, électronique, et on le voit ici, travaillent tous autour d'une même structure produit. Ce qui fait que si Julien travaille sur SolidWorks ou CATIA, lorsqu'il va terminer un sous-ensemble et qu'il aura positionné, il va pouvoir directement, on va pouvoir le retrouver dans la nomenclature du produit. Si Nicole s'occupe de la partie électrique ou électronique avec Altium, de la même manière, on va pouvoir retrouver ici l'intégration de toutes les parties mécaniques, électriques, électroniques autour d'une seule et même maquette numérique 3D, un seul et même jumeau numérique 3D, mais aussi d'une seule et même nomenclature d'ingénierie. On appelle ça la fameuse IBOM. Et ce qui est intéressant avec ici cette gestion multi-ingénierie des données 3D, c'est que de manière très transparente, chaque donnée sera naturellement enrôlée dans un cycle de vie. Alors peut-être que vous savez ce que c'est, un cycle de vie, c'est très facile à comprendre, vous êtes en phase de développement, tout le monde a le droit de modifier une donnée, tant que vous êtes au bureau d'études. Par contre, à partir du moment où elle est validée parce qu'elle passe en phase d'industrialisation, plus personne ne doit être capable de la modifier. Voilà ce qu'on appelle ici un cycle de vie, un workflow, qui va permettre à qui de droit de changer son état pour venir la sécuriser à un instant T. Et puis, on a dit au tout début, il faut garder une trace de toutes ces évolutions. Eh bien, vous le voyez, lorsque l'on aura besoin de passer d'une révision A à une révision B suite à une modification clé, eh bien, ici, de la même manière, on gardera toute l'histoire, toute la traçabilité de l'évolution du produit. Ce que j'aime vraiment aussi, c'est que
la plateforme, moi j'appelle ça 3D centriste, c'est-à-dire qu'en fait, on va énormément utiliser le 3D comme vecteur de communication. C'est ce qu'il y a de plus simple et plus efficace aujourd'hui. Ce qui veut dire que toute personne, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, aura accès au viewer 3D pour venir consulter le produit dans sa dernière version afin de pouvoir effectuer des coupes, prendre des cotes. Ça, c'est quelque chose d'important et de clé pour éviter de déranger le bureau d'études juste pour avoir besoin d'une cote. Mais surtout, si on a besoin, et on va en reparler après, à un moment donné, de communiquer autour du 3D, eh bien, on pourra réaliser des annotations 3D. Et ça, Maxime va vous en reparler juste après. Dans le cas de la revue de BE, c'est toujours intéressant. Euh, et puis, pour terminer sur cette partie modèle 3D, l'autre avantage de pouvoir ici structurer sa gestion de données sur la plateforme est de pouvoir facilement accéder aux différents cas d'emploi. On a parlé de standardisation avec Maxime tout à l'heure, et lorsqu'on va devoir, ou on a aussi parlé de traçabilité des spécifications, mais lorsqu'on doit prendre une décision sur l'analyse d'impact que peut avoir une modification, ou lorsqu'on veut réutiliser un module d'une option à une autre, rien de plus efficace que d'avoir ici une vue, cette vue 3D d'arborescence, de cas d'emploi, pour comprendre dans quelle situation sont utilisés mes différents sous-ensembles. Là, on a parlé du bureau plutôt ingénierie, multi-ingénierie même, hein, mécanique, électrique, électronique. Mais il ne faut pas oublier aussi le bureau calcul. Ils ont aussi une part clé dans le développement du produit. Et l'avantage de la plateforme est qu'on va justement pouvoir récupérer tous ces modèles 3D qui ont été designés dans l'outil CATIA 3D Experience ou les outils historiques et venir ici profiter d'applications de simulation métier pour pouvoir venir valider le comportement du mécanisme dans son environnement final. Alors, cette validation, vous avez vu, pourra être tout simplement pour être issue d'une simulation cinématique, pour faire de l'analyse de clash, détection d'interférences. Et donc, on aura l'outil de traçabilité, détection d'interférences associé à ce premier type de simulation. De la même manière, on peut avoir besoin de faire une étude plutôt structurelle. Alors ici, on est très classiquement sur de la résistance des matériaux, donc faire un cas de charge. Et donc, de la même manière, la plateforme mettra à disposition des applications de simulation pour pouvoir exploiter le modèle 3D qui a été fait sur n'importe quel outil CAD. Mais surtout, vous le voyez, moi, je ne suis pas ingénieur calcul. J'ai accès directement aux résultats de la simulation parce que c'est un élément clé lorsque je vais communiquer avec ma direction générale, par exemple, pour obtenir une augmentation de budget. Voilà un autre avantage de ce viewer unique pour consulter tout type de livrable. Et donc, comme je vous le disais, moi, ce que j'aime avec la plateforme, c'est que le 3D est un vecteur de communication clé. On va s'en servir pour construire le jumeau numérique, mais aussi pour passer une information d'un service à un autre. Et Maxime, peut-être que tu peux, et j'ai commencé à introduire tout à l'heure, présenter comment on va pouvoir simplifier les revues de conception lorsqu'on va passer de l'ingénierie à l'industrialisation. Oui, Romain, effectivement, ce que tu nous as montré, c'est qu'on a différents moyens au travers de la plateforme de centraliser le travail de plusieurs disciplines, et ce, afin de concevoir un produit de manière intégrale dans la plateforme. Mais dans notre flux d'ingénierie, dans notre flux de développement, processus de développement de produits, on va avoir besoin de progressivement et itérativement d'effectuer des revues entre différents métiers. Alors, on a toutes les disciplines du bureau d'études, tu as parlé du bureau de simulation. Un peu plus tard, on va parler du bureau des méthodes. On va avoir aussi un impact de comment fabriquer, comment assembler le produit qui doit rentrer en ligne de compte et qui doit être finalement vérifié très tôt dans le processus. Et là, on a des capacités de préparer des revues. Donc le scénario ici, il est assez simple, c'est qu'à partir de la maquette numérique, de la cellule d'embouteillage, donc là on a une cellule complète avec un certain nombre de postes à l'intérieur, et ben on a pu préparer un certain nombre de screenshots et chacun des métiers a pu poser des annotations. Vous voyez qu'ici j'ai une vue, alors on a retiré finalement toutes, toutes les faces extérieures et on voit directement le système. Et puis chaque métier a pu créer un screenshot dédié, poser une annotation, un commentaire, et ce afin de préparer les revues. Donc, on est directement en train de travailler sur la donnée à jour. Chacun peut
a le droit finalement, même s'il n'est pas designer directement, de venir faire des mesures. Ça, Romain, tu nous l'as montré juste avant, mais aussi poser les annotations et puis pouvoir en séance revoir, convenir d'actions de correction entre différents métiers et puis finalement de pouvoir valider in fine notre design. Parce que l'objectif de faire ce travail de conception, certes, on a fait de belles choses de manière en 3D ici dans notre interface, mais ça va être d'aller fabriquer. Et donc, le bureau des méthodes, lui, il va récupérer une vue, enfin, en tout cas, il va élaborer une vue dédiée de sa nomenclature. On parle de M-Bone ici, où on va voir finalement des pièces qui vont correspondre à celles qui ont été présentes, qui ont été designées et présentées par Romain dans l'IBOM un peu plus tôt. Et on va retrouver un lien avec les gammes de fabrication ici. Donc on a la relation ici et on a finalement la décomposition de ces gammes ici parce que l'objectif, ça va être de s'intéresser à comment on fabrique. Et donc on peut commencer très tôt, avant même d'avoir complètement figé le design, de s'intéresser comment on fabrique, prévoir de grandes étapes de processus et puis l'ensemble des activités à l'intérieur. Cette description, elle nous permet de définir un bon nombre de métadonnées liées au processus de fabrication lui-même. Ça nous permet d'avoir, enfin, en tout cas, de pouvoir proposer, d'exporter ces informations à l'ERP, au MES, qui eux vont être les systèmes dédiés au pilotage de la production. Et puis, on a une autre facette aussi qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir finalement préparer les instructions au poste directement en exploitant la maquette numérique. Vous voyez ici qu'on a une cellule d'embouteillage. Romain vous l'a montré un peu plus tôt dans la vue design. C'est le même modèle, CAO, sauf qu'à gauche, on va retrouver un arbre avec les étapes d'assemblage. Alors, je vais passer dans la vue 3D pour que vous puissiez voir finalement que on a réutilisé les modèles 3D du bureau d'études et puis simplement on a sélectionné l'ensemble des éléments pour pouvoir étape par étape concevoir, assembler, enfin plutôt assembler notre cellule. On voit le progrès ici. On peut même aller dans un niveau de détail plus important. Donc là, on prépare même directement les instructions qui seront affichées au poste de l'opérateur avec un certain nombre de warnings, des éléments préalables au travail de montage, les différentes cotes que celui-ci devra respecter pour correctement insérer les éléments, les différents outils qu'il va utiliser. Donc, vous voyez qu'on est capable d'anticiper très tôt dans le processus les instructions et pouvoir guider les opérateurs dans leur travail du quotidien. Donc, on est vraiment dans l'apport de capacité maximale de préparation, d'anticipation de la fabrication. On peut même pousser le curseur un peu plus loin. Alors ici, c'est illustré au travers d'une vidéo où finalement, on a conçu la ligne de fabrication. Alors ici, c'est une ligne de palettisation, une cellule de palettisation avec un robot directement en maquette numérique. On est capable de le faire de manière plus étendue pour toute l'usine. Et à partir de cette représentation 3D, où on va retrouver aussi le produit, on a pu, à côté de ça, programmer le robot qui, lui, prend les produits qui se trouvent sur le tapis et les positionne sur la palette. L'intérêt de ça, finalement, c'est vraiment de pouvoir coupler le monde virtuel de l'usine avec les produits et les équipements qu'on a identifiés avec le monde réel et s'assurer finalement de pouvoir sécuriser au plus tôt ici notre palettisation de nos packs de bouteilles euh, et voilà de sécuriser, d'éviter, d'anticiper au plus tôt tous les problèmes qui pourraient se produire. Alors, dans cette séquence d'activités qu'on a pu vous présenter là au fil des différents onglets finalement de notre cockpit, on vous a présenté un flux qui est assez idéal, tout est assez linéaire et tout semble très bien se passer.
Il est clair, hein, on est tout à fait conscient et réaliste sur le fait que dans la vraie vie, tout se passe pas de manière aussi idéale que ça. Il y a toujours des événements, des découvertes qui surviennent. Et là, l'objectif et le besoin pour tout industriel, c'est de pouvoir maîtriser l'i- l'identification de ces problèmes et aussi la résolution, le traitement de tous ces écarts par rapport au design initial pour, in fine, pouvoir sécuriser au plus tôt la sortie de notre produit. Donc là, on va parler de processus de gestion des anomalies et du changement. Donc Romain, je te relaisse la main pour nous parler de ça. Ouais, merci Maxime. Alors là, on arrive sur la dernière partie de ce webinaire et avant effectivement de parler de ce concept ici qui est de la traçabilité des incidents et des demandes de modification, je vais quand même euh, revenir sur un élément clé. Maxime, c'est important pour nous qu'on précise que toute cette continuité numérique qu'on vous a présentée finalement, de l'idéation jusqu'à l'industrialisation, a permis d'avoir une seule donnée qu'on réexploite d'un service à un autre. On l'a vu lorsqu'on réexploite le modèle 3D mécanique pour en faire du calcul, pour en faire on l'a vu, gamme et mode opératoire. De la même manière, la nomenclature, la IBOM, nomenclature d'ingénierie, on a vu qu'on l'a réutilisée pour faire la nomenclature de fabrication. Mais en fait, cette continuité ne s'arrête pas que dans la plateforme, puisque l'objectif est en faisant tout ça dans la plateforme, on va garder une traçabilité de toutes ces évolutions, des nomenclatures d'ingénierie, de fabrication, de gamme, de fiches d'instruction au poste. On garde la traçabilité de leur évolution et pour autant, après, elles seront bien évidemment envoyées à l'ERP, voire le MES lorsqu'on voudra mettre ces fiches d'instruction au poste directement au niveau des opérateurs. Et donc, on aura une continuité numérique aussi externe avec le système d'information. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important de le souligner, Maxime. Et du coup, bah, ça me permet comme tu l'as dit, de rebondir sur ta dernière remarque, c'est que bah, dans toutes les phases d'ingénierie ou de développement, il y a toujours besoin de remonter des problèmes de conception, de fabrication, et de capitaliser sur ces retours terrain. La fameuse nomenclature telle que construite, qui est très souvent laissée dans un coin de l'atelier, eh bien ici, l'idée, c'est tout simplement de garder une trace, exactement comme pour l'idée au tout début de la présentation que je vous avais introduit. On garde une traçabilité de toutes les déclarations d'incidents qui peuvent être faites par peu importe le collègue, qui soit au service commercial, euh, qui soit au service au BE calcul, au BE méthode, SAV, atelier, peu importe. Puisque tout le monde a accès à cette plateforme cloud, depuis un smartphone, il sera simple de venir ici, aller, si par exemple je suis chez un client et que je me rends compte d'un incident avec le moteur qui a été choisi au niveau du bureau d'études sur un module donné, comme je vous le disais, l'avantage du cloud et du smartphone est de pouvoir accéder à la donnée n'importe où, n'importe quand, pour pouvoir directement spécifier ici un incident. Par exemple, indiquer que le moteur, un problème de couple ou autre chose, peu importe, la personne qui l'aura publié, moi en tant que responsable produit, je vais avoir directement ici une vue de tous les incidents qui vont m'être remontés. Et c'est ça que j'aime sur la plateforme, c'est que tout le monde communique autour du 3D, mais qu'à la fin, on a bien ici une vue structurée pour un responsable produit afin de suivre son différent plan d'action. Et donc, de la même manière, ici, le responsable produit va pouvoir euh, compléter ce remontée d'incident afin de pouvoir prendre des décisions sur son traitement ou non. Par exemple, venir rajouter des éléments clés à la compréhension de cet incident. Moi, le technicien monteur, comme il est allé mettre la notation sur le moteur, j'ai automatiquement le moteur, le modèle 3D du moteur, le composant moteur qui était stocké sur la plateforme, qui arrive et qui est connecté à cet incident. Maintenant, moi, si pour faciliter la compréhension, je peux avoir associé le contexte, c'est-à-dire le sous-ensemble auquel il fait référence, l'exigence, le cahier des charges, le projet, bref, tout ce qui sera clé lorsque l'on voudra transformer cette déclaration d'incident en une demande de modification. Parce qu'effectivement, l'intérêt de la plateforme, c'est que si on se rend compte que cet incident doit être traité assez rapidement, eh bien, à tout moment, on va pouvoir venir créer ici une demande de modification, après avoir fait l'analyse d'impact, bien évidemment, qu'on va affecter à la bonne personne, au bon service. Et tout ça sera visible dans le tableau de bord que l'on voit là. Et puis, pour terminer, et après, on va passer à la phase de questions-réponses. Désolé, je suis un peu bavard. Je vais vous afficher ici la vue relationnelle
qui va permettre tout simplement d'illustrer cette fameuse continuité numérique que l'on cherche à présenter avec Maxime depuis maintenant 1 heure, un peu moins, 40 minutes. Donc, l'intérêt de cette continuité numérique, de cette traçabilité, est de pouvoir à tout moment prendre n'importe quel objet de la plateforme et de venir afficher de manière graphique, comme tout à l'heure les cas d'emploi entre modèle 3D CAO, et bien ici, une remontée d'incident me permet de voir ici tous les éléments qui lui sont, avec lesquels il est en relation. Le fameux moteur qui est défectueux, le sous-ensemble auquel il s'y réfère, l'exigence, la personne qui va devoir résoudre ce problème, et puis de la même manière, si j'ai besoin d'aller un peu plus loin, euh, et voir les enfants, à tout moment, je vais pouvoir continuer à descendre dans cette vue relationnelle. De nouveau, le 3D est pleinement exploité, cet affichage toujours très visuel et très explicite pour simplifier la communication. Voilà, Maxime. En tout cas, je pense qu'on a présenté tout ce qu'on aime à travers cette plateforme. On arrive donc au bout de cette présentation. Donc, je vais arrêter mon partage. Donc, excusez-nous pour le petit souci technique qu'on a pu avoir avec ma connexion Internet tout à l'heure. Ce sont les aléas du direct, comme je le disais. Et donc, oui, vas-y. Merci beaucoup Romain, merci Maxime, c'est super clair et merci beaucoup pour cette présentation. Donc on ouvre quelques minutes justement pour voir si les participants qui sont en ligne souhaitent poser des questions. Il y a une barre noire tout en bas, Q&A. N'hésitez pas à écrire vos questions. Donc, ouais, donc tout en bas de l'outil Zoom, vous avez Q&A, donc un outil de questions qui permet de nous poser librement toutes les questions pour aujourd'hui. Et... Peut-être le temps que les quelques-uns se lancent sur leurs questions, un dernier message malgré tout à vous partager. C'est qu'aujourd'hui, on vous a présenté une démonstration qui concerne une entreprise Bluefield, dont le métier est est d'embouteiller, de fabriquer des machines spéciales. Alors, typiquement, là, on avait le cas de sociétés qui font de l'embouteillage, mais on couvre ici une seule industrie parmi 12 avec ce cas d'usage. L'objectif, en tout cas, nos produits nous permettent de couvrir de plus larges domaines que ça. On a un certain nombre d'applications qui sont supportées par nos grandes marques, qui sont pour certaines connues, mais le message important, c'est que toutes nos industries, elles sont supportées par des processus qui ont été éprouvés sur le terrain auprès d'industriels et qui ont été packagés pour pouvoir être répliquer dans toutes les entreprises, quelles que soient les industries. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans le cas de cette société Bluefield, n'ayez pas peur. Notre plateforme, elle permet malgré tout de répondre à d'autres besoins que celle de la société Bluefield. Elle permet de répondre aux besoins d'à peu près tout type d'industriel que vous pouvez représenter. Ouais, Alors, merci, on a des Maxime. questions. Viviana, je te laisse nous les lire. Oui, on commence à recevoir quelques questions. La première question, y a-t-il une intégration avec des autres outils, par exemple Hortemps? Maxime, ou je sais pas si tu veux, c'est plutôt ta partie que tu as présentée. Alors, des intégrations avec Hortemps, oui, on en a, puisque Hortemps est une solution d'assosystème. Donc, on est capable de coupler directement la partie manufacturing que l'on a vue et que j'ai pu présenter un peu plus tôt, et de pousser l'ensemble des données qui vont intéresser Hortemps et de pouvoir avoir cette continuité-là. Donc, on est vraiment dans l'écosystème d'assosystème. C'est très facile pour nous d'assurer cette continuité-là. La deuxième question, tous les utilisateurs peuvent accéder à la toolchain et modifier les données sur toutes les étapes ou il y a un rôle pour chacun? Si oui, qui définit les rôles de chacun? Alors, Maxime, je vais peut-être y répondre si ça te convient. Vas-y. Il y a deux questions en une. Les utilisateurs peuvent modifier les données sur toutes les étapes. Alors, heureusement que non, bien évidemment, on va, à partir du moment où on n'a qu'une seule donnée, hein, qui sera la seule source de vérité, il faut qu'elle soit sécurisée. Donc,
ne pourront modifier ces données que les personnes qui, bien évidemment, auront déjà l'outil de création de la donnée. Typiquement, un modèle 3D, je peux le modifier que dans mon outil de création. À partir du moment où il est sur la plateforme et qu'il est consulté avec le player, il ne sera pas modifiable. Par contre, effectivement, au sein du même bureau d'études, l'état du cycle de vie va permettre de sécuriser la donnée, être sûr qu'il soit modifiable qu'à un instant T. Et à partir du moment où un modèle 3D sera ensuite envoyé en phase d'industrialisation, typiquement une révision A sera envoyée en phase d'industrialisation, bien évidemment, elle sera plus modifiable par les personnes du bureau d'études. Et ensuite, dans la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a besoin d'avoir un outil pour chacun? Bah oui, parce que par exemple, on l'a vu dans la nomenclature d'ingénierie, euh, seulement ceux qui auront l'application pour sortir la nomenclature d'ingénierie, la fameuse IBOM, seront capables de modifier cette IBOM. Par exemple, rajouter de la graisse qui n'aura été jamais modélisée ni dans SolidWorks ni dans CATIA. Et ça, moi, en tant qu'ingénieur mécanique, chef de produit, chef de projet, peu importe, je vais pouvoir le faire parce que j'ai l'application pour faire ma IBOM. Et de la même manière, au service méthode Indus, ils auront l'application pour faire la nomenclature de fabrication, cette fameuse MBOM, hein, qui va permettre de reprendre la nomenclature d'ingénierie et librement de la restructurer. Il n'y a que eux qui pourront le modifier. Et toujours sur le même principe, cette nomenclature de fabrication sera dans un cycle de vie qui va permettre de la sécuriser à tout moment et de la révisionner dès que nécessaire. Et donc, pour ça, bah oui, il y a deux choses, le cycle de vie qui sécurise et l'application. Et donc, qui donne ces applications, ces rôles aux bonnes personnes? Eh bien, c'est directement l'administrateur de la plateforme euh, qui va répartir ses rôles. Alors, une fois qu'un rôle est affecté à une personne, euh, c'est nominatif, c'est pas comme une licence flottante, hein. Et ensuite, euh, dès qu'on se connecte, on a les applications qui arrivent. Voilà pour la réponse. J'espère avoir bien répondu. Merci Romain. On De rien. a une troisième question. Alors, il demande plutôt quels sont les fichiers compatibles avec le logiciel Revit. C'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu Ouais, par rapport à la, dans le domaine de la construction. ouais, exactement, au Mm. webinaire d'aujourd'hui. Mais on vous fera une réponse par écrit. On va se renseigner. Je Ouais, vais moi j'ai plus. recevoir la réponse par écrit. Voilà, le premier élément de réponse que je peux donner, je vais pas trop m'avancer sur ce sujet parce que nous, on est plutôt de domaine industriel avec Maxime, mais il Exact. y a effectivement toute une partie d'applications métiers dédiées au monde de la construction, dont Revit en fait partie. Et sachez qu'effectivement, la plateforme répond pleinement aux besoins du BIM et va pouvoir communiquer avec, en tout cas, les livrables qui sortiront d'AutoCAD ou autres pour pouvoir structurer la maquette unique et suivre l'avancement de la maquette BIM. Mais le plus simple, c'est de laisser vos coordonnées dans le questionnaire de satisfaction. On vous fera rappeler par nos collègues experts construction qui seront bien plus pertinents que nous sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on a tout répondu? Je pense qu'on a tout traité. Un petit mot peut-être qui peut vous intéresser, c'est que la démonstration qu'on a faite, on l'a faite avec notre solution cloud. Donc la plateforme 3D Experience, elle est disponible directement sur un cloud. Elle est même disponible directement en mode SaaS. C'est ça qui c'est sans doute le message le plus important pour vous à retenir. L'implication, c'est que pour l'ensemble des entreprises, modulo un certain nombre de quelques checks assez rapides à effectuer en achetant quelques licences qui vous permettent d'avoir accès aux applications. Vous aurez une plateforme directement accessible sur Internet en vous limitant les coûts d'infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une plateforme, une plateforme 3D expérience dans vos entreprises sans avoir à déployer des serveurs, un réseau et avoir à maintenir tout ça en conditions opérationnelles. Vous achetez des licences et vous aurez la plateforme directement disponible et maintenue par Dassault Systèmes. Donc ça, c'était un autre élément d'information intéressant. Ça change sans doute un certain nombre de paradigmes et de réflexions pour certaines de vos entreprises. Donc n'ayez pas peur, ne vous sentez pas freiné par les contraintes d'infrastructure, les contraintes IT
Pour vous renseigner sur la plateforme 3D Experience, on a des solutions qui peuvent vous convenir qui peuvent convenir à toute taille, pardon, d'entreprise. C'est ça. Et, alors, c'est vrai que les questions qu'on nous pose assez régulièrement, bon là, pour le coup, il n'y est pas, mais peut-être pour terminer, puisqu'il nous reste encore 2 ou 3 minutes, sachez aussi qu'on en a parlé, on peut se connecter aux outils historiques, SolidWorks, CATIA V5, Creo, Inventor et bien d'autres. De la même manière, tout votre passif de données 3D, avec leurs différents niveaux d'information, pourront être repris sur la plateforme. Alors, c'est un vrai projet, hein, on appelle ça la migration de données, mais qui nécessite très souvent de nettoyer en amont ces données pour être sûr de ne pas envoyer de doublons, puisqu'on a dit que sur la plateforme, il faut qu'il n'y ait qu'une seule source de vérité. Mais en tout cas, sachez que en plus de cette plateforme cloud, nous avons différents outils pour aider à la migration des données, V5, SolidWorks ou autres. Merci Romain, merci Maxime, merci à tous. N'oubliez pas s'il vous plaît de répondre au questionnaire de satisfaction. Bon après-midi à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.